Salut, moi c'est Delphine, d'ID1, et à côté c'est Damien, d'ID2. Tous les deux sportifs accomplis et accessoirement ingénieurs en informatique. Quand Damien m'a proposé un tour du monde en tandem, j'ai un peu hésité entre partir et rester. 2 années et demie à traverser 23 pays à coups de pédale, 20 000 km assis l'un derrière l'autre à trimballer une remorque. Eh bien finalement, j'ai dit oui. D'une, parce que cela fait 1 an et demi qu'on est amoureux. Et de 2, parce que toutes mes bonnes raisons de rester à Grenoble n'en sont pas. Nous voilà donc partis à l'aventure. Espagne, Argentine, Bolivie, Thaïlande, Chine, Tibet, mais aussi l'Inde, la Turquie, les Balkans et l'Italie. Et dans nos 85 kilos de bagages, le strict minimum. De l'astuce, une bonne dose d'humour et 0 préjugé. Bienvenue sur notre planète D avec nos défis, notre débrouille, nos délires et pour commencer, nos déboires. Printemps 2006, Damien et moi donnons les premiers coups de pédale de notre grand détour à travers le monde. Direction l'Espagne via la Drôme et les Cévennes. Après quelques montages et démontages de notre nouveau chez nous, quelques nuages noirs et de bonnes descentes plutôt bienvenues, nos petits mollets ont déjà avalé la partie française du voyage. Sans dégâts. Mais la roue finit toujours par tourner, c'est bien connu. Dans la descente des Pyrénées espagnoles, nos freins faisaient de drôles d'étincelles. Moi, naïve et insouciante, je pensais que c'était la réverbération du soleil sur la jante. Un diagnostic ? Alors nos patins de frein ils sont morts. Voilà donc un patin avant et un patin après 2000 bornes. Métal contre métal, pas étonnant que ça fasse des étincelles. Heureusement, on avait pensé à prendre nos patins de rechange. Damien et moi, on se dit qu'on risque d'en user un bon paquet pendant ce voyage. Malgré nos pieds un peu endoloris, on a hâte d'arriver à Madrid et de s'envoler pour l'Amérique latine. Ça nous motive. On a fait environ 84 km aujourd'hui. Je ne sais pas exactement où on est, je pense qu'on est par là. On ne pouvait pas se rapprocher plus de Madrid, mais c'est très bien comme ça. Donc demain, il va falloir rejoindre l'aéroport sans passer par les autoroutes. Oui, on a déjà donné. Victoire! On a réussi à rejoindre Barajas par des chemins de traverse. À présent, à nous l'Argentine. Après un vol de 12 heures et de 10 000 km, nous voilà dans la Pampa. Mais sur les routes de la Grande Plaine centrale, le mythe prend un visage moyennement séduisant. On imaginait tout. Tout sauf les camions argentins. À croire qu'ils s'étaient tous donné rendez-vous pour nous escorter. Le cauchemar! Et ça ne s'arrête jamais. Salut! Dans la série des bivouacs à l'arrache, bienvenue sur la route à tresse. Alors, bien dormi? À votre avis? Allez, on ne s'éternise pas. Buzz, notre tandem, on commence à s'en rendre compte, c'est un peu notre passeport pour faire des rencontres. Et quand Buzz croise une copine dénommée Marie-Joséphine, on ne peut que s'arrêter. Bueno, esta es María Josefina. Con ella hicimos muchos kilómetros, arriba de los 30 000 kilómetros durante más de 5 años. Donc Marie-Joséphine a fait 30 000 km? 30 000, más. Un poco más, un peu plus. Aujourd'hui, on est hébergé par Ramon, qui est un dingue de voyage à vélo comme nous, sauf que lui, il fait tout le matos tout seul. Donc le vélo, là, il est fait à la main, le guidon, il est fait à la main, tout est fait par Ramon. On va vous montrer un petit peu en détail le génie du bricolage qu'on a trouvé ici. Donc le cadre a été refait, plus court, donc la partie ici et la partie verticale, repeint. Les porte-bagages sont imitation fait maison. Et enfin, la remorque Bob. Et notre pote Ramon, il a même fait à la main des copies de sacs Hortlabic, quasiment les mêmes sacoches qu'on a nous. Tout fait à la main, avec des coutures thermiques pour l'étanchéité, totalmente waterproof. La sacoche pour la remorque.
On aurait pu continuer à en parler pendant des heures, mais l'hospitalité argentine n'est pas un plat qui se mange froid. Et c'est littéralement à coups de pied aux fesses qu'on nous intime de passer à table. Depuis quelques jours, nous roulons vers le nord de l'Argentine. Beaucoup moins de circulation, mais une rencontre frontale avec notre pire ennemi, le vent. On a l'impression de faire du surplace. Camion! Ok! Camion derrière? Non, c'est bon, il n'y a personne devant. Pour la première fois depuis le début de notre tour du monde, le moral est en berne. J'en ai marre, on n'avance pas, on est ballotté à cause du vent, sur les camions et ça me saoule, là ça me saoule. Mais vraiment ras-le-bol, là je suis complètement à bout de nerfs, ce putain de vent nous envoie dans le fossé sans arrêt. Y'en a marre. Y'en a marre, voilà. Je craque. On a repris notre courage à deux mains et surtout notre guidon et la route vers la Bolivie. Prochaine étape, les montagnes de la Sierra de los Comanchingones, lointaine aïeule de la cordillère des Andes. On a quand même envie de souffler un peu. Ça tombe bien, nous voilà dans un petit coin de paradis. L'Altos del Condor, c'est le rêve d'une famille de vivre en harmonie avec son environnement et de le faire découvrir aux autres, notamment l'habitat naturel des condors. Ce rêve nous a plu et on a décidé de donner un petit coup de main à David, le fils aîné, pour aménager un sentier de découverte. ¡Hey, chicos! ¿Todo bien? Y es muy importante para que esto no desbarranque, ¿sí? Rellenar con un poco de material, poner piedras, rocas muy grandes que hagan de sostén a las siguientes piedras. Llenamos, material fino. Luego en los huecos, material grueso con fino. Y armamos la base para el siguiente escalón que va a ir armado con otra piedra, ¿sí? Tenemos que traer las piedras con mucho cuidado. C'est parti pour l'opération terrassement. Planant au-dessus de nos têtes, comme des contremaîtres ailés, les condors veillent au grain. On s'est tellement plu à l'Altos del Condor que finalement, on est resté un mois entier. Ça nous a permis de recharger les batteries et de remonter en selle, gonflés à bloc. D'ailleurs, on se sent de mieux en mieux en Argentine. D'une rencontre à l'autre, c'est l'âme de ce pays qu'on commence à entrevoir au-delà des paysages. Alors que nous progressons vers la Bolivie, nous allons vivre une expérience inoubliable. Et aujourd'hui, on est dans la Quebrada de Humahuaca, une zone qui est sur la carte et au nord de l'Argentine. Culturellement, c'est déjà la Bolivie, l'altiplano, et ce soir on est invité à partager une cérémonie en l'honneur de la Pachamama. Le lendemain matin, après une première cérémonie qui s'est terminée tard dans la nuit, nos nouveaux frères argentins, Lirio et Rafo, nous emmènent dans un lieu sacré. Y acá estamos al pie del Huancar,
Este es un cerro de arena, es inmenso, y hemos llegado y hemos compartido con ellos la ceremonia de pedir permiso para pisar estas arenas. Bueno, vamos a pasar un día maravilloso para luego hacer la ceremonia de la Pachamama, de energizarnos, detenernos y juntos venerar la tierra. Llegado hasta acá a saludarte, te pedimos permiso para bañarnos en estas arenas. Au son de la flûte que Rafo a taillée en notre honneur, nous prenons des feuilles de coca à mâcher avant de les enterrer en guise d'offrande à la déesse terre des Amérindiens, la Pachamama. À l'occasion de notre sortie du territoire, je cogite un peu. Je pense à ces 3 mois passés en Argentine, pendant lesquels on a reçu une hospitalité grandissime. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'on a dû quitter une famille qui nous a hébergés, on a eu un mal de chien à pédaler. C'était impossible pas de mettre un pas devant l'autre, mais de mettre un coup de pédale devant l'autre. On a été accueillis par des gens qui nous ont traités comme leurs propres enfants. Et quand il a fallu repartir, la tête et le corps ne voulaient plus, quoi. Et ça me rend un petit peu triste, un petit peu nostalgique, parce que je sais que je m'en vais de ce pays qui m'a accueilli à bras ouverts. On s'est trouvé un joli petit endroit à côté de la rivière pour camper cette nuit. Maintenant, il va falloir traverser la rivière. Et vu que ça a gelé, il va falloir attendre que le soleil se lève un petit peu pour réchauffer tout ça. Le soleil commence à faire fondre le givre, donc c'est bon, on va pouvoir passer. Ça va être un petit peu folklore, mais on va pouvoir passer. Nous voici donc à 2150 mètres. Il nous reste 5 jours pour atteindre 3400 mètres à la Quiaca, la frontière avec la Bolivie. Ça caille. Et c'est que le début. Pour rejoindre Uyuni et La Paz, nous ne choisissons pas la facilité. Direction le Lipez, l'une des zones les plus désertiques de l'altiplano bolivien et de toute la cordillère des Andes. On va vite comprendre notre douleur. Note pour plus tard. Éviter d'accumuler les galères. Nous disons donc un pneu crevé et une delphine qui sort de 4 jours de diarrhée infectieuse et qui a autant d'énergie qu'un saut pleureur. Et accessoirement, on est à 3600 mètres d'altitude. Cette putain de route monte tellement qu'on ne peut pas pédaler. Donc il faut pousser. Bah, c'est pas de la tarte. Comment tu te sens, Delph? Je me sens complètement vide. Toujours... J'ai des nausées permanentes. Et rien que le fait de marcher, ça utilise le peu d'énergie que j'ai. Donc pédaler ou pousser le vélo, c'est hors de question. C'est au-delà de mes forces. Il faut quand même qu'on essaye d'atteindre le plateau.
parce que si on reste coincé ici, on peut pas planter la tente, quoi. Et des jours comme ça, ils sont vraiment au premier degré des jours de merde. Tu vois ce que je veux dire? Des jours de merde. Bon, faut croire que les journées de merde ne se terminent pas complètement dans la merde non plus. Un super pilote de 4x4 nous a emmenés en haut de la montagne. Et on va pouvoir se reposer et se taper un bivouac de rêve. Je vous laisse découvrir tout de suite à l'endroit où nous sommes. Tadam! Si ça a pas de la gueule. En réalité, cette traversée du Lipèze est diabolique. C'est l'un des plus beaux endroits sur Terre, mais y rouler avec Buzz se révèle une véritable torture. Foutue piste! Cette putain de piste, elle doit faire 12%. C'est que de la caillasse de partout. J'en ai marre! Outre des cauchemars en guise de piste, les nuits sont glaciales. Delph, on va se lever? Non. Non, il fait trop froid. Ouais, mais le givre commence à fondre avec le soleil qui se lève et on va être trempé en plus d'avoir froid dans 5 minutes. Si Delph a autant de mal à se lever, c'est que cette nuit on a bivouaqué à 4600 mètres, un peu trop près d'une rivière, et que là, la tente est complètement givrée et on se fait tomber de la neige un peu sur la tronche dès qu'on bouge. Avec moins 20, moins 22 la nuit, il va sans dire que nos réserves de flotte sont complètement gelées. Celles qui sont à l'extérieur, comme celles qui dorment avec nous dans la tente. Heureusement, Delphine, elle a une technique, c'est on remplit la veille la popote. Donc on n'a plus qu'à faire réchauffer ce magnifique glaçon pour aller se faire un bon petit café. Aujourd'hui, une mystérieuse et nocturne crevaison va être l'occasion d'un petit atelier couture. C'est notre pneu avant. Il en est à peu près 5000 km. Alors de temps en temps, il se déchire un petit peu, à des endroits comme ici. On fait les premières réparations juste en cousant. Ça tient tant qu'on est sur de la route. Le niveau supérieur, c'est de mettre un patch à l'intérieur avec des bouts de chambre à air. Ça tient tant qu'on est sur la bonne piste. Et là, on est arrivé à un stade où ça se craquelle à l'extérieur. Donc il va falloir faire pour la 4e ou 5e fois une réparation de ce type-là. C'est-à-dire qu'on prend des bouts de chambre à air, on en met un à l'intérieur, un à l'extérieur, et on coule tout, surtout pas en dynamique. Une couture ici bien serrée, une couture ici bien serrée. Et avec ça, on arrive à ressusciter des pneus qui en théorie sont bons pour la poubelle. Buzz a beau être de nouveau sur ses roues, il pèse des tonnes sous les coups de boutoir de notre pire ennemi. Un vent à rendre dingue, ce même vent qui en Argentine avait failli nous faire craquer. À ce moment-là,
On se demande vraiment si on n'a pas commis une très grosse erreur en venant dans le Lipèze, une région qui existe à peine sur les cartes. Allez! Ah, ce vent! Je me sens épuisée. Je fais un repli autistique. Histoire de reprendre un peu des forces et un peu de morale. J'en ai marre, j'en peux plus. On pousse le vélo dans 10 cm de sable depuis ce matin, on a dû faire 1 km 900. Il nous en reste plus de 40 jusqu'au prochain endroit où on devrait à peu près être à l'abri du vent. Il y a un vent de dingue, on fait... Nerveusement, je suis complètement au-delà de mes limites. J'en ai trop marre, trop marre. Mes bras arrivent même plus à tenir le guidon, mes jambes arrivent même plus à pédaler. J'en peux plus. J'en ai trop marre. C'est un vrai calvaire, cette région, c'est un vrai putain de calvaire. Et puis, au bout de 4 jours qui nous auront paru une éternité, en plein cœur du désert, comme un mirage, comme un petit miracle, une auberge. Moi je savais pas qu'il y avait une auberge ici à côté de la Laguna Morena. Ça, c'est un gros coup de chance qu'on tombe dessus. Hein. Sur la carte c'est pas indiqué et tous les pilotes de 4x4 qu'on a vus là depuis 3-4 jours, personne nous a dit ah ouais à la Laguna Morena il y a une auberge toute neuve machin. Ouais, ils disent que la route elle est pas mauvaise alors. Alors qu'elle est complètement pourrie. Enfin bon, ça fait du bien. T'as vu comme ça souffle dehors, putain. Je suis bien contente d'être du dur. Ouais, et même le vélo il est à l'intérieur, c'est bien ça. Ouais. Tu t'assois pas Delphes? Et je peux pas. Ah. Heureusement qu'on dort pas assis, hein. Putain. Je connais une qui va dormir sur le ventre. La galère du Lipèze, c'est presque terminé. Et c'est pas trop tôt. Prochaine étape, le Grand Salar d'Uyuni, la plus vaste étendue de sel au monde. Un désert succède à un autre, mais d'un genre totalement différent. Et cette fois, c'est du pur plaisir. Planète D a repris du poil de la bête. L'aventure continue et plus rien ne pourra nous arrêter. Après 3 mois en Argentine, pendant lesquels on a bien roulé et fait des rencontres réellement magiques, la langue de Cervantes n'a plus de secret pour nous. Une maîtrise qui ne nous a pas servi à grand-chose sur les pistes infernales du Lipèze dans l'altiplano bolivien. Une vraie galère. J'en ai marre! Foutue piste! Et puis, arrivé à La Paz, on a sauté dans un avion avec Buzz pour un changement radical de décor. Direction la Thaïlande. Le tour du monde continue. Côté changement de décor, on n'a pas été déçus. Adieu piste poussiéreuse et défoncée. Bonjour autoroute à 12 voies.
Nous nous frottons désormais à la fameuse circulation des grandes agglomérations du sud-est asiatique. Pour l'instant, on a vu pire. N'empêche que, malgré tous ces efforts, Bangkok reste l'une des villes les plus polluées au monde, produisant plus de CO2 que New York. Fuyant les pots d'échappement, nous arrivons à Ayutthaya, une ville située au nord de la capitale thaïlandaise. Damien et moi décidons de nous instruire un peu. Ratchakrayan. Et oui, la Thaïlande, c'est le premier pays où on parle pas la langue. Qu'est-ce que ça change, vous allez me dire? Eh ben, ça change tout. Première étape, se trouver à manger. Dans les allées du marché couvert d'Ayutthaya, nous laissons nos sens et notre estomac guider nos choix. Après quelques hésitations, Damien se lance. Avec les Thaïs, la communication reste basique. Je pense avoir commandé des nouilles et de l'omelette aux fruits de mer. C'est pas du tout l'omelette aux fruits de mer à laquelle je m'attendais, mais c'est vachement bon. Il y a des pâtes et des légumes, plus à peu près 850 ingrédients dont j'ignore complètement l'identité, mais c'est bien. Le plat de résistance était plutôt réussi. Voyons maintenant si Damien aura la main heureuse pour le dessert. Et au dessert aujourd'hui, le chef vous propose. On sait pas non plus ce que c'est, mais on va goûter quand même. C'est bien, comme ça il en reste pour demain. Nous nous enfonçons dans la campagne thaïlandaise. L'objectif est de rejoindre le Mékong au nord et la frontière avec le Laos. Le trajet à travers la grande plaine centrale de la Chao Phraya, puis le plateau de Korat, révèle de superbes paysages, mais il nous faut constamment jouer avec les caprices de la mousson. Ici en Thaïlande, c'est le début du printemps, d'où les abribus. Je m'explique. Il fait jour à 5h30, ensuite pendant 6 ou 7 heures, c'est une chaleur torride et un soleil impardonnable. Et en début d'après-midi, systématiquement éclate l'orage. C'est à ce moment-là qu'il faut absolument qu'on ait trouvé un abribus. Sinon on termine trempé, mais trempé jusqu'au... enfin... là quoi. La pluie a parfois ses bons côtés. Alors que nous étions en quête d'un abri pour la nuit, elle nous a offert l'occasion rêvée d'effectuer une halte dans un temple bouddhiste à Kok Charoen. Ce matin, nous sommes invités à partager les restes du petit déjeuner des moines. Nous sommes très honorés. Et un peu impressionnés aussi par la solennité de l'instant. Peur de commettre un faux pas, entre autres parce que notre vocabulaire thaï reste réduit à la portion congrue. Croyant bien faire, nous nous asseyons poliment sur l'estrade où les moines ont pris leur repas, ignorant qu'elle leur est strictement réservée. Oups.
Le ventre rempli et la bouche encore pleine de saveurs délicieuses, nous remontons en selle, direction le Laos. Côté itinéraire, on se fie à la carte bien sûr, et à notre instinct aussi. Mais après quelques tours et détours, il faut bien se rendre à l'évidence. On est complètement paumé. Cette route. Cette route-là, พุทธ continue-moi. ไม่ใช่นี่ไปชุมแพ Bangkok. บันโคก Bangkok. บันโคก Bangkok. ห้วยใหญ่ Et ชุมแพขอนแก่นอันนี้ไปพิษณุโลกพิษณุโลก ça, j'ai pas compris. นี่ไปไหน Lomsac. เออ Ban Wai. Ban Wai. บ้านหวาย Il connaît pas. Tu อัน connais นี้ pas. ไปบ้านโคกBangkok. ห้วยใหญ่ Bangkok, Ban Wai. Non? โน่น Bon, mon taille est encore pas très au point. Hein. Je suis allé nous acheter des litchis au petit stand, là, les petites dames. Et j'ai vu qu'il y avait des bananes, et Delphine aime bien les bananes. Alors j'ai voulu prendre des bananes. Le problème, c'est qu'il y avait qu'un gros régiment de bananes. Alors j'ai fait signe à la dame de me le couper en deux. Et elle me l'a coupé en deux, et le temps que je fouille dans mon porte-monnaie pour sortir l'argent, je me suis retrouvé avec ça. En fait, elle l'avait coupé en deux pour que ça rentre dans le sac, pas pour m'en donner que la moitié. On est finalement venu à bout du régime de bananes et de notre itinéraire thaïlandais. Nous longeons à présent le cours du Mékong, qui forme la frontière naturelle entre la Thaïlande et le Laos, sur près de 900 km. C'est en quittant l'ancien royaume de Siam que celui-ci nous adresse un petit clin d'œil. Comme prévu, notre entrée au Laos se fait par la capitale, Vientiane. On ne pensait pas y faire véritablement étape, car on a encore pas mal de chemin à faire dans la péninsule indochinoise. Mais Damien en a décidé autrement. En arrivant, Damien était un petit peu malade et un peu stupidement, il n'a pas vraiment pris soin de lui pendant les premiers jours. Donc ça a tendance à m'énerver. Accessoirement, il faut considérer aussi l'impact que ça a sur l'équipe que Delph et moi on forme. Parce que je suis déjà d'un naturel pas facile à vivre. Mais alors quand je suis malade, je pense que je suis infernal. Ce qui me gêne vraiment le plus, c'est de n'avoir aucun contrôle sur la situation, d'attendre, de ne jamais savoir si on parle le lendemain ou le surlendemain ou 3 jours après ou 4. Et j'ai pas un caractère qui va avec ça. J'aime avoir le contrôle des choses et là je ne contrôle rien. Et ça me contrarie. Bon alors, on part demain? C'est Mademoiselle Kilomètre qui pose la question. J'aimerais répondre que oui, parce que je commence à en avoir marre de rester ici. Mais je pense pas faire des étincelles sur la route demain, non. En quittant Vientiane, nous continuons à descendre le cours du Mékong en direction du Vietnam. Suivre ce fleuve, qui est l'un des plus longs d'Asie, nous permet d'être certains que nous sommes sur la bonne route, tout en profitant de paysages fabuleux. Les eaux du fleuve sont vitales aux populations des pays qu'ils traversent, notamment pour l'irrigation des rizières et des petits chemins. L'année 2 au Laos a testé pour vous le bain de boue. Tous ces efforts nous ont évidemment ouvert l'appétit.
Delphine, votre mission, si vous l'acceptez, acheter du riz sucré et des bananes. Pas de problème. Mon tour est donc venu de faire les courses pour notre repas du soir. Au menu, farandole de sucre lent, indispensable pour tenir à vélo. Personnellement, je me laisserais bien tenter par une petite crêpe, à défaut de trouver des bananes. Finalement, je trouve le stand qu'il me faut. Tu serais pas un peu en train de tricher, là, il parle anglais. Mission accomplie. Après avoir longé le Mékong sur près de 100 km, nous avons fini par traverser le Laos d'ouest en est pour rejoindre la frontière vietnamienne et la ville côtière de Hue. C'est là que notre tour du monde en tandem déraille. La roue avant du tandem ayant décédé, nous voici contraints de prendre le train de Hue à Ho Chi Minh. Soit 1000 km que le train va mettre plus de 20 heures à parcourir, on n'arrête pas le progrès. Finalement, ça arrange plutôt nos affaires parce que, à la suite du passage frontière, notre visa de 1 mois a été réduit à peau de chagrin par les fonctionnaires de l'État vietnamien. Visiter Ho Chi Minh Ville en scooter, on pouvait difficilement passer à côté, surtout sans buzz. À Ho Chi Minh Ville, réputée suractive et bruyante, on compte un cyclomoteur en moyenne par adulte. Dans une métropole qui rassemble un peu moins de 10 millions d'habitants, petite leçon de conduite. Alors il faut savoir un truc, c'est que les Vietnamiens pilotent leur moto comme ils parlent de politique. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a derrière n'existe déjà plus. Faut être prévenu, hein, des fois. Accessoire indispensable, le klaxon. Surtout pour dire attention, j'arrive. En gros, ça donne la priorité. Enfin, c'est ce que les gens d'ici aiment bien croire. En réalité, le klaxon, on a le doigt dessus en permanence et ça veut plus dire grand-chose. Ça fait juste mal aux oreilles. Et vous noterez tout de suite que nous on porte des casques, et ce qui nous désigne tout de suite comme Européens. Ça peut paraître complètement fou, mais finalement, ça a l'air de fonctionner. Faut juste y aller au culot. Si tu vas pas au culot, tu passeras jamais. Le soir, on retrouve Guillaume, notre ami expatrié qui nous a gentiment prêté son scooter toute la journée, pour un dîner décryptage. Enfin, on va savoir ce qu'on mange. Alors, ça s'appelle can kua. Ça veut dire kua c'est assis, can c'est une sorte de soupe. Ouais. Kanya, donc ça c'est ce poisson-là. D'accord. Donc moi j'ai pris des grenouilles, mais je sais pas trop c'est quelle partie de la grenouille là.
sincèrement, je sais pas non plus. Ouais. Ouais, la grenouille, elle est entière Grenouille, oignon, mais elle est entière, mais elle est coupée en deux là. Enfin, Ouais, je préfère pas savoir en fait. ail, oignon, fondu, non c'est très bon. Et c'est pas trop relevé, donc c'est très bien pour moi. Alors c'est ek. Ek en vietnamien. Ek en vietnamien. Nous avons quitté Ho Chi Minh Ville pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Nouvelle étape de ce tour du monde momentanément ferroviaire, puisque Buzz est toujours en convalescence. À vue de nez, l'ancienne perle de l'Asie, comme on la surnommait dans les années 20, pourrait bien ressembler à sa grande voisine vietnamienne. Mais la sombre période du régime des Khmers rouges a laissé un pays dévasté. Son économie dépend encore largement de l'aide internationale et du tourisme. Il faut dire qu'avec les ruines d'Angkor, le Cambodge dispose d'un des sites archéologiques les plus importants et visités au monde. Une visite à laquelle nous sacrifions avec émerveillement. Nous voici en train de quitter le Cambodge avec notre vélo. Comment ça, je donne pas l'impression de faire du vélo? Ah non, là je fais pas de vélo. Là je suis dans notre taxi. Enfin, notre taxi quoi. Ouais, vous pouvez recompter, hein, on est 16. Et c'est parti comme ça pour 8 heures. Retour à Bangkok après 3 mois en Asie du Sud-Est. Une boucle est bouclée. Buzz est de nouveau opérationnel. Notre prochain objectif, la Chine et surtout le Tibet, que nous aimerions rejoindre avant les grands froids de l'hiver. Problème, nous n'avons pas les autorisations pour nous y rendre. Mais nous n'avons aucune envie de sauter dans un avion pour le Népal et de passer à côté de notre rêve tibétain. Il faut faire des choix stratégiques. Finalement, nous parions sur le train jusqu'à l'extrême nord de la Thaïlande, où nous retrouverons le Mékong, cette fois-ci pour une croisière insolite jusqu'au Yunnan en Chine. Comme l'indiquent les 3 drapeaux, laotien, chinois et thaïlandais, qui flottent à l'arrière du bateau, cette partie du Mékong est située en zone internationale, donc pas besoin de visa. Après le train et le bateau, c'est à vélo que nous passons la frontière chinoise. Les autorités nous y délivrent un laissez-passer de 3 mois. Pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Je pense que ça a été une très bonne décision. En tout cas, nos premiers jours en Chine sont très bien passés. On était très bien préparés psychologiquement, s'attendant au pire. Et finalement, une fois encore, Buzz est notre carte maîtresse pour le contact avec la population et pour se mettre tout le monde dans la poche, en fait. C'est pour ça qu'on ne perd jamais une occasion de le bichonner. Bon alors par contre, il va falloir dire laver le vélo en chinois. Hello, is it possible to clean the bike? Great. À mesure que nous remontons vers le nord et découvrons au passage l'hospitalité chinoise, les plaines cèdent rapidement place à la moyenne puis à la haute montagne. Et on en prend plein les yeux. On est content, on reprend le vélo et on se retape des bivouacs pourris. Alors, pour la petite histoire, ça c'est un sachet de biscuits. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Je sais pas si ça se voit bien, mais il est tout gonflé. Pourquoi?
Parce que ce sachet de biscuits, Delphine l'a acheté hier. Dans un petit village à, je pense, environ 1900-2000 mètres d'altitude. Et ce soir, on est où? On sait pas bien où on est d'ailleurs, mais on est à quelle altitude? On est à peu près de 1900. Et on s'est grimpé, c'est pour ça que le sachet il est tout gonflé, et on s'est tout grimpé sous la flotte. Et c'est pas fini. Ça nous fait un bon entraînement pour l'Himalaya. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas compris, on est dans les contreforts de l'Himalaya. En fait, on est dans le Yunnan, dans le sud de la Chine. Et on se dirige vers le Tibet, mais il faut pas le dire. Parce qu'en vrai, on n'a pas le droit. Pour des raisons éminemment politiques, l'entrée au Tibet des étrangers, mais aussi des Chinois eux-mêmes, est extrêmement réglementée par les autorités, qui en outre n'aiment pas beaucoup les caméras. Alors que nous avons retrouvé la piste du Mékong, nous nous demandons comment passer en douce au Tibet sans nous faire prendre. La frontière, on ne sait pas bien où aller entre la Chine et le Tibet, on l'a pas vu, il n'y a rien d'écrit, on ne sait pas. Et la logistique des checkpoints, des points de contrôle commence. Et on sait que dans 30 km, on va passer notre première ville chinoise au Tibet. Et qui dit ville chinoise au Tibet dit checkpoint, point de contrôle de la police touristique. Ouais, en théorie, on n'a pas le droit d'être là. Donc il faut qu'on passe ces villes la nuit. Donc on a décidé de s'installer ici ce soir pour essayer de calculer de manière à être juste avant la prochaine ville demain soir, donc à 30 km, pour y bivouaquer et puis se lever au milieu de la nuit pour la traversée de nuit, parce qu'on compte sur la normalité des fonctionnaires chinois. Ils sont censés dormir la nuit. Malgré une légère appréhension au ventre, Damien et moi nous sentons heureux, tout excités à l'idée de toucher du doigt notre rêve tibétain. Damien et moi, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on bourlingue à travers le monde. Après avoir souffert dans le redoutable désert du Lipèze, en Bolivie, Buzz, notre tandem, a fini par nous lâcher pendant notre traversée de l'Asie du Sud-Est. C'est donc à Mobilette qu'on a visité Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Une fois Buzz réparé, on a hésité et puis on s'est décidé. Pas question de rater le Tibet. Mais pour passer les villes frontières sans visa, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, en théorie, on n'a pas le droit d'être là. Donc il faut qu'on passe ces villes la nuit. Bon alors, vous reconnaissez l'endroit? C'est exactement l'endroit où j'ai monté la tente tout à l'heure. Sauf que là, il y a 2 Espagnols qui viennent de débouler dans notre camp en annonçant qu'ils allaient rouler toute la nuit pour passer le premier point de contrôle d'entrée au Tibet. Ça nous a motivés, Delph elle est partante comme toujours. Donc moralité, bah, là il est 9h30 du soir et on s'apprête à reprendre la route. On a remballé tout le camp et on va essayer de passer le premier checkpoint de nuit. Ok, étape numéro 2. Il est 8h13 du matin. On a roulé de 9h30 à 6h du matin, c'est-à-dire quasiment au lever du jour. On a dû se poser là au bord de la route parce qu'on a trouvé nulle part ailleurs pour dormir. On était trop fatigués pour aller encore moins planter la tente. Donc c'est tapé quelque chose comme
9 heures de vélo de nuit sur une piste vraiment complètement merdique. On a réussi à passer le contrôle, les 3 contrôles dans la ville qui est à 5 km derrière nous. Et là, bah, après avoir dormi, je sais pas, 2 heures, on essaye de se motiver pour reprendre la route et aller trouver un coin potable où se reposer. Et j'en profite pour présenter nos 2 nouveaux compatriotes, les Espagnols Pierre et Francis. Voilà. Ça va? Todo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Le Tibet, on en rêvait. Le rêve est désormais devenu réalité. Mais l'enthousiasme et l'excitation ressentis lors du passage de la frontière ont disparu. Elles laissent même place à une certaine lassitude. Après la poussière, la pluie qui arrive. Donc, je sais pas si on va se taper la pluie, ça a l'air d'être bloqué sur les sommets. Il y a un des 3 sommets là, c'est un 6000. moi, ce qui m'impressionnait au Tibet, c'est bon, le fait que ce soit interdit et le fait du vent. Parce que je me disais une difficulté physique. J'avais pas pensé à la route. Je pensais pas que la route serait aussi dégueulasse. La dernière fois qu'on s'est tapé des pistes aussi merdiques, c'était en Bolivie. Et on a dit plus jamais ça. Ouais. Mais on avance à 4 km/h. Le tandem, il pèse 85 kg. Je passe ma journée à faire tenir le tandem droit, à rouler sur les pierres. C'est tout mon corps qui lutte et ça m'use jusqu'à l'os de faire tenir le tandem droit. J'en arrive à un état de fatigue où je me dis, si on me dégage du Tibet, qu'on me dégage via le Népal. Tant pis, quoi. S'il vous plaît, expulsez-nous, mais plutôt par là. Peu après avoir traversé une fois encore le Mékong, nous accédons enfin au plateau tibétain. Le hasard faisant bien les choses, notre route croise celle des Autrichiens Birgit et Martin, cyclo-voyageurs comme nous, mais dont les vélos trahissent un sens différent du pactage. L'union fait la force et nous décidons de faire un petit bout de chemin ensemble. Là, on a passé un col à un peu plus de 4600 mètres cet après-midi. Et on n'a pas pu redescendre beaucoup parce qu'on a trouvé un super spot. Perché là à peu près 4500 mètres. On est juste redescendu de 100 petits mètres depuis le col. Et on profite d'une vue énorme. Là. On est de nouveau avec nos potes autrichiens. C'est rigolo parce que on roule pas forcément ensemble la journée, mais on se double parce qu'on s'arrête filmer, ils s'arrêtent faire des photos, on se retrouve pour manger le midi, on se retrouve pour bivouaquer le soir, c'est sympa. Après quelques somptueux bivouacs et grâce à des routes en meilleur état, nous avons repris du poil de la bête. En revanche, Buzz, lui, continue à donner quelques signes chroniques d'usure. Oh purée, attends, j'ai entendu un bruit encore dans les rayons. Bon, ok, je vais m'arrêter à la bergerie là, on va regarder ce qu'il y a. Le problème avec Buzz, c'est qu'il est chargé comme un mulet. Qui dit réparation, dit à chaque fois déchargement intégral de nos bagages, selon un rituel extrêmement précis. Voilà.
du côté du frein à tambour. Depuis 1 an et demi, quasiment tous nos rayons, c'est-à-dire tous sauf 2, ont cassé du côté du frein à tambour. Donc on en arrive à soupçonner le frein d'appliquer un couple trop fort dans les descentes qui est opposé au couple que nous on applique dans les montées sur la cassette, et du coup peut-être ça tordrait les rayons et ils pètent un par un. Là ces 3 derniers jours on a cassé un rayon par jour. Pour enlever le frein à tambour, on a une petite astuce avec Delphine parce qu'on n'a pas l'outil adéquat, parce que l'outil adéquat c'est une clé anglaise de 34, c'est beaucoup trop encombrant et trop lourd. On a juste besoin d'une petite gymnastique pour se débarrasser de notre frein et pouvoir changer le rayon. Démonstration. Vas-y. Vas-y. À chaque fois, c'est le même bazar. Bon, c'est pas grave, on va se faire à bouffer, on va se faire un thé, et voilà. Comme je dis à Delphine, une avarie technique, la question pour moi, c'est pas comment on va la résoudre, mais quand. Parce qu'on y arrive toujours. Ça prend juste plus ou moins de temps. Sur la route, nous avons retrouvé nos amis Birgit et Martine, qui se dirigent comme nous vers Lhasa, la capitale culturelle et religieuse du Tibet. Ce soir, on s'est posé pas loin d'un grand campement de nomades. Et on a les gamins des nomades qui défilent nous voir depuis un moment, là, c'est rigolo. Ils sont gentils comme tout, hein. Ils sont très discrets, ils sont souriants, respectueux. Et on essaye de communiquer un petit peu, mais en fait, ils sont vachement timides. Donc on profite juste de leur présence. Qu'on vient de voir là font un pèlerinage un petit peu particulier qui ramène nos performances de tandémistes dans des proportions toutes raisonnables. Ils vont à pied jusqu'à Lhasa en s'allongeant par terre tous les 4-5 pas en signe de déférence envers le Dalai Lama. Ça aussi ça fait réfléchir, hein. Là, je reviens de la rivière pour notre mini lessive bimensuelle. C'est bien d'avoir un petit peu de linge propre. Et Delphine essaye de réparer ses chaussures. D'ailleurs, pour l'anecdote, mes chaussures House, n'hésitons pas à faire de la mauvaise publicité. Achetées et fabriquées, ceci explique peut-être cela au Vietnam, auront tenu en tout et pour tout 1 mois avant de se décomposer en 3 morceaux. J'imagine qu'elles sont assemblées avec de la colle à papier. Donc moralité, ma super paire de chaussures imperméables, coupe-vent et qui tient chaud pour les hauts sommets, exit. Donc maintenant je me retrouve à attaquer les prochains cols et sommets, donc 4500 et ensuite 5000 avant de redescendre un petit peu sur Lhasa, avec mes chaussures d'été ultra light. Vous voyez là, quand je dis ultra light, c'est ultra light.
Alors la réponse à la question, est-ce qu'on peut faire du vélo à plus de 4000 mètres d'altitude avec des chaussures ultra light et aérées? Bah non. Là j'essaye de récupérer un petit peu de sensibilité pour pouvoir pédaler. Ah. Non sans effort, nous passons le dernier col avant de retrouver la civilisation, entre guillemets. Alors l'école tibétain, c'est un endroit à chaque fois un petit peu particulier parce que c'est un lieu de culte, mais du coup c'est un vaste dépotoir et c'est aussi un repère à touristes. Donc c'est un balai incessant de voitures comme on entend derrière moi. Et puis c'est des tas d'immondices, donc on est à 5000 mètres, on a des canettes, on a des bouts de vêtements, des paquets de clopes, tout ça allègrement balayé par le vent. Parce que d'une part, les gens, les Tibétains, quand ils passent un col, en général, ils jettent une poignée de petits fanions comme ça porte bonheur. Et d'autre part, parce que les touristes chinois, comme les Tibétains, n'ont aucun scrupule à balancer leur merde partout le long des routes. Donc chaque col tibétain, c'est à la fois une victoire et c'est à la fois le passage obligé par la décharge d'altitude. Ça fait toujours plaisir. Lhasa. Quel rêveur n'y a pas voyagé un jour? En tout cas, nous, oui. Difficile de décrire l'émotion ressentie devant le Potala. Même si après 1 mois et demi de route au Tibet, nous rêvons aussi d'une bonne douche. Chaque jour, le vieux centre de Lhasa est le théâtre d'un spectacle étonnant. De nombreux pèlerins, arrivés parfois de très loin, des habitants de la ville, viennent se prosterner devant le temple du Jokang, l'un des lieux les plus sacrés du bouddhisme tibétain, qui renferme une statue de Bouddha sculptée, dit-on, de son vivant. Le temple, comme le palais du Potala, est aujourd'hui classé au patrimoine de l'UNESCO. Malgré cela, et même si le gouvernement chinois a rétabli la liberté de culte, les bâtiments traditionnels sont sans cesse menacés de destruction. Partout dans les rues, nous ressentons la ferveur des Tibétains comme une forme de résistance. Résistance devant l'omniprésence des forces chinoises, laquelle nous laisse à penser que nous ne devons pas trop traîner ici, sans papier et avec une caméra. Si on ne s'attarde pas à Lhasa, c'est aussi parce que l'hiver approche à grands pas et que chaque coup de pédale nous propulse un peu plus haut en altitude. Donc là on s'apprête à passer notre bivouac le plus haut depuis qu'on est parti. Le record précédent c'était 4650 en Bolivie. Et là 4750 mètres. Donc ça promet d'être frisqué cette nuit. Mais c'est super beau quoi. Alors bon, de temps en temps on peut bien se cailler un petit peu les miches pour profiter du spectacle. Et là on va essayer de manger, c'est pas évident à cette altitude, en plus avec l'effort qu'on a fourni cet après-midi, c'est pas évident de manger. Donc en même temps on est affamé et en même temps quand on essaye de bouffer, ça nous donne la nausée. N'est-ce pas Delphine? T'as encore la gerbe là? Oui. Beaucoup?
Non, pas beaucoup, mais c'est une nausée permanente. Il faut qu'on mange lentement. Et... Faut qu'on mange pas du tout même. Non, mais pas du tout, tu rigoles, on va tomber d'inanition. Ah, j'ai envie d'aller dans mon duvet. Bientôt, bientôt. Le vent s'arrête jamais et il souffle constamment contre nous. Ou nous ballotte à droite, à gauche et c'est un combat sans fin, j'ai l'impression. Et je viens de voir qu'on fait 3 km/h de moyenne. Donc j'aimerais qu'on arrive assez vite. Après la cordillère des Andes, on pensait en avoir fini avec les dénivelés étourdissants. Mais c'était sans compter les plus hautes montagnes du monde qui nous font franchir une succession interminable de cols. Heureusement qu'avec Damien, l'entente est parfaite et que ce tour du monde nous accorde parfois de jolis records personnels. Voilà, on est au col Langpala, c'est bien ça? À 5200 mètres. 5245 précisément. 5245 précisément. C'est le col le plus haut qu'on ait jamais passé. On est quand même pas peu fiers d'avoir amené Buzz jusqu'à une telle altitude, hein. Je vous dis que ça. On a arraché un maillon de la chaîne dans une montée. Le maillon, il est parti dans le dérailleur. Il a donc embarqué le dérailleur avec lui, tordu le dérailleur, tordu la patte de dérailleur. On a eu du pot, on s'est arrêté à temps. Donc le pas de vis de la patte de dérailleur est quasiment mort, mais on a réussi à la redresser et à réinstaller tout ça. On n'empêche que c'est pas très sûr pour la suite du parcours, donc on va voir si à Gyeongse ou Yigatse, les deux prochaines villes tibétaines, on peut trouver du matos. J'y crois pas trop, donc on est peut-être coincé, peut-être qu'on a besoin de repartir à Katmandou directement. Là. Comme souvent, grâce à l'ingéniosité de D2, Buzz est reparti. Et pour combien de temps ? Nous roulons nos derniers kilomètres au Tibet, heureux de quitter cet endroit magique sous le regard de l'Everest et des sommets himalayens, là-bas, dressés à l'horizon. L'arrivée à la frontière népalaise se fait littéralement en roue libre. Heureusement que ça descend, car Buzz n'a plus ni chaîne ni dérailleur. Le système de transmission est mort. Bref, on ne peut plus pédaler. On est en train de passer la frontière népalaise, là on est au bureau de douane, on vient de franchir le Friendship Bridge, le pont de l'amitié bien sûr, entre la Chine et le Népal. Et ici c'est un gros bordel de gens, de camions, d'odeurs de bouffe, de motos. C'est hallucinant, en arrivant du Tibet ou à traverser des plateaux désertiques dans le froid, là c'est chaud, humide, ça sent super bon la bouffe. Par contre c'est vraiment un gros bordel, avec le vélo on passe à peine, alors on imagine mal comment les camions font pour traverser. Et Delphine est partie nous demander des visas pour le Népal. On devrait être à Katmandou d'ici quelques jours. À Katmandou, grâce au lien tissé sur Internet, nous avons rendez-vous avec John pour une initiation à la gastronomie népalaise. La cuisine népalaise se déguste accompagnée de chapati, le pain traditionnel. Il ressemble beaucoup à son cousin, le nan indien, et on le cuit comme ce dernier dans un tandoor, un four en forme de jarre. Le dal bhat, c'est le plat national, composé de riz blanc, de légumes préparés en curry, d'achar et de viande de bœuf ou de poulet. Dishes and places and pots, but you mix everything. Yeah. Alors,
Les astuces, c'est quoi? Premier truc, avec la main droite, toujours, la main gauche c'est pour s'essuyer les fesses. En fait, on utilise le pouce pour pousser la nourriture dans la bouche. La deuxième astuce, pour moi en tant qu'occidental, c'est le yaourt. Faut mettre plein de yaourt, ça atténue l'effet des épices parce que sinon c'est quand même bien relevé. Ici on est à Koh Lanta. C'est un gros carrefour au sud-ouest de Katmandou qui présente la particularité d'être l'intersection entre une grosse route qui vient du nord, une grosse avenue qui sort de la ville et l'unique route qui part à l'ouest vers Pokhara et la chaîne des Annapurna. Et c'est un joyeux festival comme ça en permanence. Et comme dirait notre voisin qui vend ses fruits et légumes, mais que fait le gouvernement ? Après quelques jours à Katmandou, Damien a très envie de pousser jusqu'à Pokhara. C'est le lever du jour à Pokhara. Pokhara, c'est un petit peu la Grenoble népalaise, on va dire, avec une légère différence d'échelle, à savoir qu'ici, à Pokhara, on est à 900 et quelques mètres d'altitude. Et derrière moi, c'est les Annapurna. Donc Annapurna 1 à un peu plus de 8000 et au milieu un pic à 7000, 6996 précisément, dont le nom en népalais m'échappe, Machapurjnae. Bon, toujours est-il que tous les matins c'est comme ça et que la vue elle vaut le détour. Hein. Alors que je suis encore endormie, je songe à notre tour du monde. Il m'apparaît comme une équation à deux grandes inconnues. L'Inde, notre prochaine destination, et Buzz, qu'il va bien falloir réparer quelque part. Le maillon, il est parti dans le dérailleur, il a donc embarqué le dérailleur avec lui, tordu le dérailleur, tordu la patte de dérailleur. Qu'est-ce que ça fait de faire du vélo? Ça fait bizarre et puis je pense que ça me convient vraiment pas de faire du train et du bus. Je m'imaginais que ça serait un break confortable et en fait c'est vraiment l'horreur. Donc quelque chose comme 25 heures de train pour aller à Jaisalmer, ensuite bus de nuit pendant 14 heures pour venir ici à Udaipur. C'est bien, c'est constructif parce que j'en avais marre de faire du vélo. Et j'avais envie d'un break et ça me remet un peu les idées en place. Ça me rappelle que décidément les moyens de transport autres que le vélo, c'est pas pour moi. Ça.
a choisi ce cadre un petit peu particulier et puis cette vue sur l'arrière du Taj Mahal qui est assez méconnue parce que pour nous c'est emblématique de cette Inde qu'on essaye de découvrir et de comprendre. C'est la grandeur, la splendeur, la beauté, les pieds dans la merde. On pourrait se dire que après bientôt 2 ans de voyage, on est devenu blindé, qu'on est capable de s'adapter à tout, de tout comprendre et de tout absorber, des cultures qu'on découvre et des milieux qu'on rencontre. Je pense que ça serait bien naïf et c'est pas du tout le cas. Je vois les gens qui se baignent et je vois les égouts qui se déversent, les offrandes, les animaux. J'arrive pas à décoder, j'arrive pas à les comprendre. Et non plus. Hein. Ce pays est trop loin de moi et est en train de me miner. On voit les gens, les mendiants. Bon, c'est pas le premier pays qui a ses mendiants, mais Ici c'est à une échelle tellement développée. Ouais. C'est 20 millions, 200 millions de mendiants qu'il y a. Ça... Et c'est partout, tout le temps. C'est vrai que c'est une sollicitation permanente pour l'œil occidental, pour le nez occidental, pour l'oreille occidentale. Tout est tout le temps en bourdonnement et tout est tout le temps dans l'intrusion. On ne peut jamais se poser. On se sent sale à l'intérieur. C'est pollué partout, c'est sale partout, il y a la poussière partout. Donc on se sent attaqué par l'Inde jusqu'à l'intérieur de nous. Mais n'empêche que je commence à déceler une espèce de magie ici. Ça ne veut pas dire que j'y resterai plus longtemps que prévu. Je pense que je serais soulagé de m'en aller, mais ouais, je commence vraiment à déceler une espèce de magie dans cet environnement. C'est tout bonnement au-delà de l'entendement, l'Inde. Un petit point carte. Ouais, ça marche. Alors, ce que je t'expliquais sur le vélo, c'est il y a une première chaîne de montagne là qu'on peut traverser sur cette petite route. Ça, c'est chouette. Après, il y a une deuxième chaîne de montagne. Il n'y a pas de vraie route, mais il y a des pistes. Bon. La première option, c'est de contourner par l'ouest, ça veut dire vent de face. Ça me tente pas.
La deuxième option, c'est contourner par l'est. Ça veut dire vent favorable, mais après sur tout le retour, vent de face. Ça ne me tente pas trop non plus. Et autrement, là, si tu regardes bien, tu as des petites pistes qui longent une rivière, en fait. Par contre, la petite route en pointillé, je sais pas trop ce que ça veut dire. Attends. Et moi, j'aime pas trop les pointillés. J'ai vu aussi une carte IGN, bien que ça soit indiqué en français. Chemin chartier, sentier. Ça veut dire chemin forestier. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, j'aime pas trop ça parce que je les ai vus, les chemins forestiers. Et dès qu'il y avait une petite colline, une petite montagne, ça partait droit à la bolivienne. Alors bon, ça m'enchante pas particulièrement. C'est beau hein, ce vert pays vallonné turc. Ça a du charme, c'est mignon comme tout, les petites collines, tout ça, les petits villages. Bah, je vais te dire un truc, ça fait longtemps que j'ai pas poussé de coup de gueule, alors je me permets. Ça a une toute autre saveur vue depuis mon guidon. Hein. Alors attends, je te fais le topo. Donc on essaye d'éviter les grands axes. Donc on prend les petites routes de campagne, on a une carte complètement merdique qui nous raconte n'importe quoi. Donc on se retrouve sur des routes, des chemins complètement boueux, à traverser des villages. On se fait attaquer par des hordes de chiens. À vol d'oiseau, on a dû faire 15 km depuis ce matin, alors qu'au compteur, peut-être qu'on en a fait 25 ou 30 parce que les routes de campagne turques, leur spécialité, c'est droit dans la pente, droit dans la descente, droit dans la pente, droit dans la descente. Moralité, c'est encore plus raide que ça l'était au Tibet. C'est quand même pas croyable. Et bien sûr, avec tout ça, on a le vent de face. Et il pleut. For Turkish people, food is very important because it's where the family comes together. Makes sense. Whatever worry they have, whatever problems, no money, but even if they have a loaf of bread and cheese, they would sit together, they can share and enjoy it. In a typical Turkish house, if there is food with like homemade food, yes, not like kebab, people would take the bread, okay, piece of it, that's good, and it's warm, and you hold it in your hand, and then just feel. Like you don't have a singular, personal plate. You just take from. It depends. In the villages, yes, you're right. There's only one plate in the center, and everybody eats from the same plate. Mm-hmm. They don't have their own. The day when we came, Delphine and I, how many people were in the house? The day when you came to the house, there were more than 10 people.
and I was at work. But it was an amazing day, I remember. For me, opening my doors to everybody means that I believe every person that I met, even the situations and objects, are mirrors to my soul. And the more I look at people, the more I understand people, then I will understand myself. The more you understand yourself. Exactly. So that's why I try to open myself to as much as people as possible. T'as des problèmes pour attraper tes genoux, Delphine? Une belle leçon de motivation de la part de D2. Je crois que si j'avais pas la caméra dans les mains, je pense que je l'applaudirais. Allez, une, deux. Depuis qu'on roule par beau temps et que c'est de nouveau le printemps, elle fait ses abdos tous les jours. Combien de temps dure la séance quotidienne? Peut-être pas, 12 minutes. Et là, elle a duré combien de temps? 9. Ah, c'est abusé là. Il y a un relâchement là. Ah, je ferai le double demain. Il y a un relâchement. Bon, petite précision, on a roulé 93 bornes aujourd'hui. Et on s'est levé à 5h30 ce matin. Grâce à moi. Moi, je pense qu'elle est un peu fada quand même. C'est quand même pas évident l'alphabet cyrillique. Bah, pourquoi? C'est facile. Stadia, 13 km. Sofia, 93. Hi. How are you doing? Fine. You? Very good, very good. I love the Good. city. Yeah, that's nice to hear. Well, talking about the war memories, I would like to show you some places that reminds me of the war. Very good, bad, very good. But nice memories from the bad period. Okay? Very Let's go. interesting. Let's go. Well, stop. It's not only because of a traffic light, you know. You have to be careful on this crossroads. We had to be careful during the war. Oh, right. Because on every crossroads in the city where you can see the hill, where the enemies were very patient about the people who are crossing the street, you couldn't pass like that. In the beginning, people were very patient and we were running across the street on the crossroads where you can see the hill. You were waiting, You are one waiting by one you would... and then one by one you are crossing the street.
But after a while, you know, you are pretty fed up with all those fears and you just don't care. But as the people here like to make fun out of everything, even during the war, we were laughing during the war very much. And we were very close to the black humor, you know, so we were like joking with all the dads, and it's insane, but it was like that, okay? We were mad, probably. That's the point. Okay, yeah, you're right. I imagine exactly. That's how you fight against you remain sane like that, yeah. So we made the jokes on the streets, on the crossroads, like, okay, let's play with the snipers, you know, let's walk slowly. And we'll see, it's a very dangerous joke, but the people around are laughing in a fear. It's some mixed emotion, definitely. It's very funny, and it's very, like, you are afraid for the guy. Playing with your life. Yeah, and usually during those jokes, nobody was killed. But unfortunately, a lot of people were killed on the crossroads, even running on the bigger streets. This one is small, but it was very dangerous also. But okay, at the end, we survived, thanks God. Dénivelé, et je me comprends. À tout à l'heure. Alors la côte croate c'est super beau, mais pour accéder à la mer et se laver à la fin de la journée c'est un petit peu sportif. Alors l'astuce c'est de suivre les rochers parce que la végétation elle ne laisse pas passer. J'ai trouvé ma salle de bain pour ce soir et vous allez comprendre pourquoi je me promène avec une espèce de gratoune violette. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça te fait? Ça va quoi. Ouais, ça va quoi. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait? C'est une frontière quoi. C'est une frontière, tu vois, il y a un pays là, il y a un pays là, il y a une frontière. Bon, voilà, c'est une frontière, on a passé des frontières, des frontières là. Il y a 2 ans qu'on passe des frontières. C'est un peu plus que ça, c'est pas une frontière, un pays. C'est la France. Bien. La France. Oh, oui, bon, la France, oui. Oui, bon, la France.
Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Bon, je suis content, ouais. Content comment? Content. Je suis content. Et toi, t'es comment? Moi, j'ai la larme à l'œil. Oui, enfin là,